50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. Les conflits liés au foncier en Côte d'Ivoire sont légion, surtout dans les zones forestières, et très souvent avec son lot de morts. Mais pourquoi tant de bruit sur la terre censée procurer le bonheur? L'application effective de la loi sur le foncier peut-elle aider à mettre fin aux conflits dans notre pays? Le sujet nous intéresse ce matin, et pour nous aider à décortiquer ce sujet-là, nous avons fait appel à des sachants. D'abord, M. Ouattara Nanakan, il est directeur du foncier rural. M. Ouattara, bonjour. Bonjour, M. Kouakou. En face de vous, Dr Gonin Gilbert, il est enseignant à l'université, directeur de l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain. Dr Gonin, bonjour. Bonjour, cher ami. Tous les deux, aidez-nous donc à comprendre pourquoi jusqu'ici, la question du foncier n'est toujours pas maîtrisée. Et l'on continue d'assister, hélas, à des troubles et affrontements récurrents. Désiré Damo nous accompagne côté technique. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans 50 minutes pour convaincre. Et pour commencer, je me tourne vers Ouattara Nanakan, monsieur le directeur du foncier rural. Est-ce normal que des gens meurent pour des questions de terre en Côte d'Ivoire? Normalement, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, où la base de l'économie, c'est l'agriculture, et pour faire l'agriculture, il faut la terre, il n'est pas normal qu'aujourd'hui, cette source de revenus soit source en même temps de mort en Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal. Voilà pourquoi, depuis 1998, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une loi pour régler spécifiquement les problèmes liés aux terres rurales. Depuis 1998, une loi existe pour qu'il n'y ait plus de morts. Docteur Gonin, et pourtant, depuis 1998, que de morts liées à la terre. Ça vous inquiète? Hélas, c'est véritablement inquiétant parce qu'il faut affirmer que la terre est devenue aujourd'hui en Côte d'Ivoire source de conflits, source de morts, source de vols, source de viols. Hélas. Hélas. Est-ce que vous avez des exemples de conflits liés à la terre? Est-ce qu'on connaît les zones où il y a des problèmes sur la terre? Alors, pour ce que je connais et que la zone que je fréquente le plus, c'est la zone de l'Ouest. Notamment le pays Dan, le pays Toura et d'une certaine manière le pays Guéré. Le pays Oué, de façon générale. Et il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait conflit, sans qu'il y ait problème, sans qu'il y ait difficultés autour de la terre, notamment dans ces zones que je connais très bien. L'Ouest est une des zones donc identifiées clairement comme zone confligène autour de la terre. Très bien. Aujourd'hui. Monsieur le directeur Nanakan, il parle de l'Ouest, vous confirmez? Je confirme qu'à l'Ouest, il y a beaucoup de litiges fonciers, mais il faut dire qu'aujourd'hui, les litiges fonciers, c'est tout le territoire national. Parce qu'avant, on se disait que la zone forestière était beaucoup plus convoitée à cause des cultures pérennes comme le café, le cacao. Mais aujourd'hui, en zone de savane, il y a les cultures pérennes aussi comme l'anacadier. Et il y a l'élevage également qui font qu'en zone de savane, aujourd'hui, les litiges fonciers font également lésion. Donc, les litiges couvrent le territoire national aujourd'hui. Et les litiges couvrent le territoire national parce que la loi de 1998 est encore méconnue des populations et sa mise en œuvre n'a pas encore reçu le financement nécessaire qu'il faut pour pouvoir couvrir le territoire national. Très bien. On va revenir à cette loi tout à l'heure. Docteur Gonin, vous comprenez pourquoi les gens s'affrontent sur la terre? Est-ce que c'est parce que la terre ne suffit pas? On est trop nombreux? C'est quoi à votre avis? D'abord, il faut reconnaître que la terre ne suffit pas. Parce que, vous savez, la superficie que nous l'avons acquise pour de bon. Alors que la population ne cesse de croître, soit de façon naturelle, soit par immigration. Ce qui fait que la pression démographique est très forte sur la terre. Mais à côté de cela, il y a le fait qu'il y a des personnes qui se retrouvent parfois là où elles ne devraient pas se retrouver. C'est-à-dire donc qui occupent des terres soit clandestinement, qui ont occupé des terres soit par la force, qui ont occupé des terres soit par des moyens contournés ou même détournés. Il y a certains qui parlent de vente de terres, on m'a vendu telle terre. Mais la question principale, c'est est-ce que la personne qui t'a vendu ou qui t'aurait vendu cette terre a la qualité qu'il faut pour te vendre la terre? Un enfant de 15 ans, par exemple, peut-il vendre une terre? C'est ça la question. Et aujourd'hui,
malheureusement, et puis avec les conflits, le conflit même que nous avons connu, sortant donc de guerres, de conflits, tout cela a permis donc de multiplier ces actes qui auraient pu être maîtrisés si les choses s'étaient déroulées normalement. Il y a des exemples qu'on peut donner. Très bien. Monsieur le directeur Nanakan, c'est toute la Côte d'Ivoire, vous dites, qui est concernée par ces questions de conflits. Oui. Le problème, il est partout le même? Le problème n'est pas partout le même, ça diffère d'une localité à l'autre. Il y a des endroits, comme le docteur vient de le dire, à l'ouest, il y a des occupations qui ont été faites suite aux différentes crises que nous avons eu à connaître au déplacement de population. Il y a des gens qui sont venus, qui ont colonisé des terres de personnes déplacées, mais la plupart du temps avec la complicité d'autres personnes qui sont restées sur place ou qui sont revenues un peu plus tôt, mais qui ont été installées sur des terrains d'autres personnes qui ne sont pas là. Mais au retour de ces personnes-là, tout de suite, ce sont des conflits qui naissent. Maintenant, quand vous prenez dans la zone savanicole, comme docteur l'a dit, la pression démographique fait que les superficies cultivables ne suffisent plus. Quand vous voyez, par exemple, dans la zone dense de Korogo, pratiquement les espaces des terres entre deux villages ou souvent même les champs se retrouvent pleinement en plein village parce que les terres ne suffisent plus. Mais quand vous prenez ça, vous adjoignez la pression avec l'élevage, tout de suite, les conflits entre éleveurs et agriculteurs ne finissent pas, mais c'est encore des problèmes liés à la terre parce que le pâturage dont a besoin l'éleveur se trouve sur la terre. La terre pour l'agriculture et également l'agriculteur en a besoin. Et tout de suite, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont intenses dans la zone nord. Maintenant, dans la zone nord-est, là-bas, quand vous prenez la situation, grande plantation d'anacardiers et autres font que aujourd'hui les terres ne suffisent plus pour la production vivrière et autres. Donc, les conflits intra-familles même pour l'accès à la terre se posent. Si vous descendez un peu dans la zone du Ourodougou, c'est la même situation. Ce sont ces plantations encore d'anacardiers qui naissent. Mais aujourd'hui, il y a l'introduction de la cacaoculture et l'essai même des VA qui voit encore accroître la pression foncière dans ces zones. Donc, pour dire que aujourd'hui, c'est le développement de l'agriculture qui est en train de prendre le dessus, mais en même temps, la terre aussi, comme le docteur l'a dit, ne suffit plus parce que la superficie de la Côte d'Ivoire ne va pas augmenter. Ouais. C'est que nous avons eu de la colonisation, c'est cette Côte d'Ivoire. C'est la démographie qui augmente. La population, elle augmente. Ouais. C'est sûr que la pression sur la terre ne fera qu'augmenter. Et si aujourd'hui nous ne trouvons pas les solutions, nous n'appliquons pas la loi, demain les transactions foncières seront encore source de conflit. Question simple avec une réponse simple. Oui. Est-ce qu'on vend la terre? Normalement, on ne vend que ce dont on est propriétaire. Dit propriétaire d'une terre en Côte d'Ivoire, il faut disposer du titre foncier sur cette terre-là. Donc, pour parler de vente de terre, il faut en être effectivement propriétaire. Donc, oui, on vend la terre. Oui, on peut vendre la terre, mais avant de vendre la terre, il faut être propriétaire de cette terre-là. D'accord. Et on vend cette terre pour... Définitivement, on la perd, donc, quand on l'a vendue. Ah oui, mais quand on parle de vente, vous avez échangé ce que vous aviez sur cette terre-là comme droit contre ce que ce dernier aussi avait comme droit sur l'argent qu'il vous aura donné. Ouais. Donc, c'est en échange. Peut-être que l'argent que vous avez reçu de cette vente-là, vous allez prendre pour investir ailleurs, pour aller vivre. Et ce dernier aussi qui a acquis, il va vivre aussi de ce nouveau bien qu'il vient d'acquérir. Très bien. Donc, quand on parle de vente, c'est une vente. Une vente, c'est pas une cession. On ne revient pas demain réclamer quand c'est vendu. Non, quand c'est vendu. Parce qu'il y a la location et il y a la vente. C'est différent. Deux choses vraiment différentes. Oui. Docteur Gounet, vous êtes historien. Est-ce que en faisant un retour en arrière, ces problèmes, ces bruits sur le foncier existaient par le passé? En réalité, ces bruits n'existaient pas parce que pour la plupart des sociétés de Côte d'Ivoire, les terres étaient des propriétés collectives et indivises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Gounet, je ne pouvais pas prétendre vendre ou céder même une portion de terre puisque ça ne m'appartient pas en tant qu'individu. Ça appartient à la famille, ça appartient au lignage. Donc, c'était des propriétés indivises. Aujourd'hui, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, on assiste malheureusement dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire à un type de colonisation des terres et de colonisation des terres par ceux qui n'en ont pas droit, notamment il y a des nationaux certes, mais par beaucoup de nos frères venus de la sous-région. Et ce qui fait donc qu'il se trouve que la terre est aujourd'hui
entre les mains des gens qui ne devraient pas l'avoir entre les mains. Et le directeur a été très clair tout à l'heure. Il y a des conditions de vente de terre. Pour vendre la terre, il faut en être propriétaire. Et on en est propriétaire au titre de la loi que lorsque cette terre est immatriculée en votre nom, que vous en possédez de titre foncier. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Oui, en tout cas, pour ceux à quoi nous assistons à l'Ouest, ce qui n'est pas le cas, il y a des kidams qui se lèvent et puis ils disent, bon, ça c'est la portion de mes parents. Sans preuve. Qui s'en va jusqu'à la montagne, et vous entendez des gens dire, oui, moi j'ai acheté 7 km de terre, j'ai acheté 10 km de terre. Mais c'est fantaisiste. Et malheureusement, c'est ça qui est source de conflit, notamment en pays Toura, en pays Yakuba, en pays Guéré, où dernièrement, nous avons assisté à quelque chose de malheureux. Un village tout entier, le village de Gandié, qui a été incendié, détruit par les populations allogènes, burkinabés, je ne voulais pas le dire, mais on est là pour se dire la vérité. Et puis, aujourd'hui, les habitants de ce village, qui faisaient environ 300 et quelques cases, sont sans toit, sans grenier, sans plantation. Ils ne peuvent pas aller dans leur plantation. Et ça se passe comme ça. C'est dans la sous-préfecture de Bonnet. Et vous confirmez donc à l'ouest, effectivement, des autochtones ont vendu des terres? Je ne peux pas utiliser le terme vente, puisque tout à l'heure, on a défini ce que c'est que la vente. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas propriétaire de quelque chose, il ne peut pas la vendre. Mais qui ont cédé. C'est ça le débat. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des exemples d'usurpation, d'occupation illicite, d'occupation par la force. Ça, on a les exemples. D'accord. Monsieur le directeur, est-ce qu'un étranger peut payer la terre? Oui, un étranger peut payer la terre, mais aujourd'hui, dans les conditions légales de la Côte d'Ivoire, il n'est pas possible pour l'étranger d'en être propriétaire. Si l'étranger paye... Ça, c'est nouveau? Ouais, c'est depuis le vote de la loi de 98. D'accord. Parce que dans l'article 1 de la loi, il est dit que le domaine foncier rural est un bien national auquel tout le monde a accès. Mais pour en être propriétaire, il faut être soit l'État de Côte d'Ivoire, soit une collectivité territoriale ivoirienne ou bien une personne physique ivoirienne. Donc, si vous ne faites pas partie de ces trois entités, si vous devez en acheter, parce qu'il y a quelqu'un qui a la propriété et qui veut vous céder, oui, le terrain fait retour au domaine de l'État. C'est-à-dire le titre foncier va être maintenant au nom de l'État et puis l'État va vous donner un contrat de bail emphytéotique qui est un contrat de longue durée, minimum 18 ans, maximum 99 ans. C'est plus complexe quand on est étranger, qu'on veut payer une terre. C'est plus compliqué quand je vous écoute. Bon, mais quand vous parlez de complication, non, ce n'est pas une complication. C'est-à-dire si moi, j'ai ma terre et que je veux vendre ça à un étranger, l'étranger est obligé de déverser le terrain en question. Il me paye l'argent, mais il déverse la propriété du terrain à l'État. Et l'État, maintenant, lui signe un contrat de location. Là, le terrain ne le lie plus à moi, mais ça le lie directement à l'État de Côte d'Ivoire, qui protège ses droits. Très bien. Docteur Gonnet, est-ce que ce n'est pas partie de cette déclaration du vieux Félix Houphouët-Boigny qui disait « La terre appartient à celui qui la met en valeur ». Ça a dû créer la confusion? Oui, ça a créé la confusion, certes. Et c'est pour ça que la loi de 98 vient pour mettre de l'ordre. Malheureusement, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, c'est un texte qui n'est pas suffisamment connu. J'en prends un exemple. On dit que pour être propriétaire terrien, il faut être un national, il faut être un Ivoirien. Mais en même temps, la loi autorise qu'on puisse délivrer à une personne étrangère le certificat foncier. Ce n'est pas le titre foncier, hein, parce qu'il y a des étapes. Ouais. Le certificat foncier. Alors, pour le paysan que je suis, lorsque je vois un étranger en train de faire son certificat foncier, je dis, mais enfin, il est en train de prendre ma terre. Or, la loi le lui reconnaît. Donc, il y a cette confusion entre, ce n'est pas une confusion pour, quand on lit en profondeur la loi, parce qu'il y a une différence entre le certificat foncier et le titre foncier. Oui. Mais pour le paysan qui est en conflit avec un étranger, avec un Burkinabé ou un Malien qui est venu s'installer sur sa terre, sur laquelle ils sont en train de se battre, et puis il voit les agents de l'État venir faire la délimitation pour donner un certificat foncier à celui-là. Du coup, il est sur ses ergots et ça commence à grincer dedans et ça commence à se battre. Monsieur le directeur, oui, en des thèmes plus accessibles aux citoyens lambda, que dit la loi de 1998? D'accord. D'abord, pour être propriétaire des terres, en son article 1, il faut être l'État de Côte d'Ivoire, il faut être une collectivité publique ivoirienne ou une personne physique ivoirienne.
Autre chose, si vous prétendez détenir des droits coutumiers sur une parcelle de terre, il faut les faire constater à l'issue d'une enquête officielle qui est menée avec l'administration publique et on vous délivre un certificat foncier. Et comme disait tout à l'heure Dr Gounet, le certificat foncier, on le délivre aussi bien à des nationaux qu'à des non-nationaux, qu'à des personnes morales ou personnes physiques. Mais pourquoi cette possibilité? Quand vous prenez l'article 3 de la loi, il est dit que le domaine foncier rural est constitué des terres sur lesquelles s'exercent les droits coutumiers conformes aux traditions, c'est-à-dire conformément aux traditions, les successions ont eu lieu comme il se doit. Mais des droits coutumiers aussi cédés à des tiers. Il y a eu des cas où dans certaines localités, des vrais détenteurs de droits coutumiers ont eu à céder effectivement et définitivement les droits qu'ils détiennent sur une parcelle de terre. Et cela date des années en arrière. D'avant la loi de 98 pour la plupart. Donc ces droits coutumiers qui ont été cédés, la loi autorise leur prise en compte. Et comme le certificat foncier, il est fait pour reconnaître l'exercice des droits coutumiers sur une parcelle de terre du domaine foncier rural par un individu ou un groupe d'individus, alors le certificat foncier, il peut être délivré à cette personne-là qui les exerce. Donc cette personne peut être un national ou un non-national, peut être un autochtone de la localité ou non autochtone. Il peut détenir ces droits-là par son ascendance comme les avoir eus avec quelqu'un d'autre qui les avait par son ascendance. Donc, du coup, avec cette possibilité qui est offerte à travers l'article 3 de la loi, le certificat foncier peut être délivré à des nationaux, à des non-nationaux, à des personnes physiques comme à des personnes morales. Maintenant, si vous avez le certificat foncier, ça permet d'aller au titre foncier. Si vous devez maintenant aller au titre foncier, là, l'article 1 rentre en ligne de compte. Si vous avez le certificat foncier en votre nom, que vous ne remplissez pas les conditions de l'article 1 de la loi, le titre foncier, il est créé au nom de l'État de Côte d'Ivoire sous réserve d'un contrat de bail emphytéotique à votre profit. L'État utilise ça pour maintenir ceux qui ont été installés de bonne foi sur les espaces pour sécuriser leurs droits et les maintenir là-dessus avec leur production, leur permettre de vivre comme ils l'ont fait depuis leur installation jusqu'à ce que la loi même rentre en ligne de compte. C'est trop compliqué tout ça. Moi, je veux juste savoir, monsieur le directeur, vous dites pour qu'on puisse vendre la terre ou céder, il faut avoir le titre foncier. Oui. Mais combien en Côte d'Ivoire ont le titre foncier à partir de la loi de 98? Parce qu'on se dit à partir de 98, pour céder une terre, il fallait avoir un titre foncier. C'est bien cela? Oui. Oui. Combien ont le titre foncier en Côte d'Ivoire? Oui, mais en fait, c'est pas la loi de 98 même qui est venue dire que pour céder la terre, il faut avoir le titre foncier. Ces dispositions existaient déjà dans les textes antérieurs. Mais c'était méconnu et les gens outrepassaient les dispositions légales et réglementaires qui étaient là. Il y a des dispositions qui existaient, des dispositions qui étaient appliquées en même temps sur les terres rurales que sur les terres urbaines. Mais ça n'a pas été 98 que de façon spécifique, une loi a été prise pour la gestion du domaine foncier rural. Donc, toutes les transactions qui ont été faites après 98 devraient donc obéir au respect de cette loi. Normalement, devraient obéir à ça. Devraient obéir à ça, mais ça n'a pas obéi à ça. Et il y a un état de fait qui s'est mis en place. Et si on devrait revenir sur les choses, il y a un désordre au niveau social qu'on va remettre en place. Il y a des transactions qui ont été faites de bonne foi entre le cédant et le cessionnaire. Ce sont ces relations-là qu'il ne fallait plus remettre en cause. Il fallait formaliser ces relations qui ont été établies entre les détenteurs initiaux des droits coutumiers et les nouveaux cessionnaires. Maintenant, revenant à votre question, il y a combien de personnes qui ont fait aujourd'hui des titres fonciers, mais je vous dirais que le nombre est chose insignifiant actuellement. Voilà. Pour ce qui est des titres fonciers... Et pourtant, au niveau des transactions, c'est énorme. Oui, au niveau de la délivrance des certificats fonciers, depuis 2015, nous assistons quand même à une accélération. En 2015, nous avions 966 en décembre 2015 et en décembre 2016, nous sommes passés à 1730 certificats fonciers pour toute la Côte d'Ivoire. Et en juillet 2018, nous sommes actuellement à 4602. Donc, vous voyez, de 2016 à aujourd'hui, nous sommes passés de 1730 à 4600. Les choses sont en train de s'augmenter parce que la sensibilisation est en train de se faire. Et il y a des appuis financiers avec les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire qui sont en train de permettre de bien faire connaître la loi et de permettre aux gens de se faire établir des certificats fonciers et d'aller au titre foncier. Les demandes de titres fonciers aujourd'hui, quand vous allez au niveau du ministère de l'Agriculture,
il y a un bon nombre, il y a un peu plus d'1 millier des demandes qui sont transmises actuellement aux conservateurs pour la création des titres fonciers sur les terres rurales. Mais c'était des choses qui n'existaient pratiquement pas. Docteur Gonin, Oui. la loi de 1998 qui était censée donc régler tous les problèmes, 20 ans après, on a le sentiment que cette loi nous a apporté plus de problèmes que de solutions. Peut-être plus de problèmes que de solutions, je ne peux pas affirmer, mais je voudrais dire que le faible pourcentage, le faible nombre de personnes qui disposent et de certificats fonciers et de titres fonciers est dû, de mon point de vue, à 2 éléments. Le premier élément, c'est que la procédure, elle est longue et elle est très coûteuse. Fastidieuse. Fastidieuse et coûteuse. Le deuxième élément, en tout cas pour ce à quoi j'assiste très souvent, c'est que les paysans disent, mais en fait, à quoi bon faire un certificat foncier ou même un titre foncier? Parce que même quand vous avez ce titre foncier, il y a des kidam aujourd'hui qui sont sur votre terre et vous n'avez pas la possibilité de les extraire de cette terre. Alors, vous avez payé cher, vous avez perdu beaucoup de temps pour faire votre titre foncier et les gens sont toujours installés. Et vous n'avez pas toujours les moyens qu'il faut pour les enlever. Alors, ça décourage beaucoup de paysans. Mais je veux dire qu'on doit pouvoir les encourager à aller à ça parce que tôt ou tard, ça va servir. Mais dans l'état actuel, bon, les gens se disent, à quoi bon? Je fais un certificat foncier, je passe mon temps à l'agriculture, à la sous-préfecture, je fais les papiers, mais le Burkinabé ou le Malien qui est installé sur ma terre, il est là. Et je n'ai pas la possibilité de le faire partir. Est-ce qu'il s'agit de faire partir ou alors de faire en sorte que la cohabitation se règle pacifiquement? Mais cher ami, s'il est venu... Ou qui s'est installé de force peut-être. Qui s'est installé de force et que moi aujourd'hui je ne peux plus aller sur cette parcelle et que je dis bon, moi j'appartiens à un pays, il y a la loi. Donc je vais suivre cette loi-là, je vais faire mon certificat foncier, je vais faire mon titre foncier. Je le fais, je l'ai, mais il est installé là. Moi, je ne peux pas faire de champ. Force reste à la loi. C'est à la loi de le faire, n'est-ce pas? Force reste à la loi, Donc, comme vous le dites, M. Kouakou. Vous savez, docteur Gonin, si vous avez d'abord le certificat foncier, les occupants de bonne foi, c'est-à-dire ceux qui occupent votre terrain avec vous, votre consentement, à ceux-là, vous allez signer des contrats. Non, j'en arrive. Les occupants de bonne foi, bien sûr, vous allez signer des contrats avec eux pour formaliser les relations qui vous lient. Mais les occupants de mauvaise foi, c'est-à-dire des gens qui ont occupé votre espace sans votre consentement. Il s'est avéré que vous avez le certificat foncier ou le titre foncier, mais vous pouvez vous plaindre. La justice est là. Vous pouvez vous plaindre et la force publique est là. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'État va vous rétablir dans vos droits. C'est comme si vous avez votre maison et puis vous sortez, vous venez trouver que quelqu'un a cassé votre porte et puis rentrez et puis c'est installé dans votre maison. Tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Vous portez plainte contre la personne. Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce que vous voulez dire, docteur Gonin, que pour la terre, c'est plus compliqué? Pour la campagne, c'est encore compliqué. C'est-à-dire que le paysan, c'est vrai, il va recourir à la justice. On va réquisitionner les forces publiques. Mais ça a un coût. Et ce n'est pas toujours évident dans les régions les plus éloignées, que moi je connais. Docteur Gonin, est-ce que vous pensez que pour cette loi de 98, nos parents au village, les paysans, comprennent difficilement cette loi? Il faut intensifier la campagne. C'est-à-dire que c'est une bonne loi, mais il faut intensifier la campagne. Même nous, qui sommes quand même allés à l'école et tout ça, quand le directeur a expliqué tout à l'heure, je crois que vous-même, vous avez eu quelques difficultés pour le comprendre. Mais c'est normal, c'est ça la loi. Mais il faut trouver les moyens de l'expliquer, de faire suffisamment de campagne pour que les populations puissent adhérer. 20 ans après. Je pense que c'est une solution. C'est une bonne solution, mais elle est lente parce qu'effectivement, nous avons une population qui a un taux d'analphabétisme très, très élevé. Oui. Monsieur le directeur, pourquoi cette loi de 98 a du mal à être appliquée sur le terrain? Pourquoi? D'abord, il n'y a pas beaucoup de communication qui a été faite autour de cette loi. Et les moyens de la mise en œuvre de cette loi encore ont fait défaut. Et c'est aujourd'hui la préoccupation du ministère de l'Agriculture. D'abord, en matière de communication, il y a une stratégie de communication qui a été élaborée pour permettre à toutes les couches de la population de comprendre le bien fondé de la loi et de connaître même les acteurs et le rôle des différents acteurs. Et aujourd'hui, cette loi tarde encore à être mise en œuvre parce que les moyens financiers ont manqué et comme le docteur Gonin l'a soulevé, tel qu'on connaît le revenu
du paysan ivoirien. Il est difficile aujourd'hui à un paysan de débuter la demande de certificat foncier jusqu'au titre foncier à ses propres frais sur des superficies importantes. Or, les patrimoines fonciers dans les villages, pour certaines familles, s'étendent à des milliers d'hectares. Et quand tout de suite n'ont pas les moyens financiers de le faire, vous comprendrez tout de suite que ceux-là, ils ne pourront pas faire la demande et leur patrimoine va rester. Mais l'État est en train de faire face à ces problèmes. D'abord, en essayant de réduire le coût, en essayant de réduire le temps même de la délivrance, c'est-à-dire de la demande à l'obtention des titres de propriété, de raccourcir les procédures, par exemple de combiner la procédure de la certification et la procédure de l'immatriculation pour la création du titre foncier. Tout ça pour alléger la situation, pour alléger le coût de délivrance des titres de propriété dans le domaine foncier rural. Parce que l'État a un intérêt à ce que tout le domaine foncier rural ivoirien soit clarifié et les titres soient obtenus. Parce que si cette clarification n'est pas faite, la paix, la cohésion sociale va en partie dans toutes les régions. Et si c'est le cas, vous comprendrez tout de suite que les actions de développement ne pourront pas se réaliser en Côte d'Ivoire. Qui parle de développement parle obligatoirement de paix. Or, la loi qui est là aujourd'hui permet d'obtenir et la cohésion sociale et la paix au milieu rural. Dites-nous, monsieur le directeur, est-ce que c'est pour cela que le projet de délimitation des territoires des villages a vu le jour avec l'appui des bailleurs de fonds? En quoi il consiste, ce projet-là? Il faut dire que la sécurisation du domaine foncier rural consiste en deux grandes opérations. La première opération, c'est la délimitation des territoires de tous les villages de Côte d'Ivoire. Il y a 8571 villages répertoriés au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire connaître les limites de ces villages? Connaître les limites des terres qui sont rattachées à chaque village. Et savoir que telle terre appartient à tel village. À tel village. Voilà. Et une fois qu'on connaît ces limites, on saura tout de suite que s'il y a un litige sur une parcelle de terre, à quel village nous avons affaire. Oui. Ça permet à chacun des villages de connaître là où se limitent ses forces et où là où commence pour son voisin. Vous voulez dire que ça n'a jamais été fait dans notre pays? Ah non, c'est avec la loi de 98 que cette opération est en train de se faire. Donc comment on faisait alors, monsieur l'historien, pour régler les problèmes? Comment on connaissait les limites des villages? Par le passé, ça se faisait comment? En réalité, de mon point de vue, ce projet va venir officialiser les limites des territoires villageois. Oui. Sinon, les villageois eux-mêmes, n'eût été les nouveaux problèmes dont on parle, et donc la mauvaise phase certainement qui va intervenir, sinon chaque village connaît les limites de ses terres. En tout cas, pour ce qui est de l'Ouest, pour ce que je connais, chaque famille, chaque lignage a ses terres, mais quand on accole les terres des différents lignages qui constituent le village connaît ses limites avec les villages voisins. Ça, c'est connu. Mais ce n'est pas matérialisé. C'est pas matérialisé. Très bien. C'est matérialisé à la manière traditionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que les limites vont de telle rivière à telle pierre et qui va à telle montagne, etc. Ça, ils le connaissent. Mais ce n'est pas matérialisé au niveau donc, de la loi et donc ce n'est pas officialisé. C'est pour ça que ce projet vient à point nommé pour officialiser ces limites. Et ça va permettre de régler un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que ce à quoi on assiste parfois, c'est que vous avez des gens qui appartiennent à des villages voisins ou à un village voisin et qui viennent vendre des terres d'un autre village, puisque c'est des activités clandestines. Il vient avec des gens et dit, bon, voilà les limites des terres de mes parents, et il outrepasse les limites qui existaient. Et lui, il vit dans son village. Ou bien, c'est quelqu'un qui a fait la même activité dans le village, mais qui est pratiquement banni, qui vit ailleurs. Et donc, une fois qu'il a fait ça, il est parti, on ne le voit plus. Et les autres disent, ah oui, c'est X qui nous a vendu la terre. Mais X, il n'est ni du village, ni du lignage en question. Oui. Donc, c'est pour ça que, clairement défini, et puis, je crois qu'en associant, comme ils le font, le comité villageois de gestion foncière, qu'il va falloir redynamiser, parce que c'est ça aussi, je pense que ça pourrait réduire les conflits. Monsieur le directeur, comment vous faites? Vos techniciens arrivent dans un village, c'est plus de 8000 villages en Côte d'Ivoire, ils font comment? Ils descendent sur le terrain, ils font appel aux villageois, montrez-nous les limites. Qui fait quoi? Comment ça se passe sur le terrain? D'abord, il faut savoir qu'il faut que l'État initie l'activité. C'est-à-dire l'État dresse la liste des villages dont les territoires sont programmés pour être délimités. Ouais. Et cette liste-là est communiquée aux villages même concernés à travers
les préfets, les sous-préfets, les directeurs départementaux et régionaux de l'agriculture. Et une fois que c'est fait, il y a une équipe d'enquête qui est constituée. Et dans chaque village, il y a un décret qui a demandé que soit mis en place un comité villageois de gestion foncière rurale. Pour ces comités villageois, les terres sont demandées que là où il y a des chefs de terre, que ces chefs de terre fassent obligatoirement partie du comité. Maintenant, le ministère de l'Agriculture recommande que la composition de ce comité reflète la composition même de la population du village. Et que le nombre aussi ne dépasse pas les 16 pour qu'on se retrouve en nombre pléthorique et les travaux de ces comités vont être plombés par ces nombres-là. Et le commissaire enquêteur qui aura été désigné pour mener les enquêtes pour la délimitation de ces territoires de village est désigné par le ministre de l'Agriculture. Il va se rendre dans le village en question pour constituer l'équipe d'enquête. L'équipe d'enquête est composée de la racine suivante. 2 représentants du conseil du village, 2 représentants du comité villageois de gestion foncière rurale, pour le village même dont le territoire est programmé, et puis pour chacun de ses voisins. Donc 4 personnes du village programmé et 4 personnes de chacun de ses voisins qui sont officiellement connus. Et cela constitue l'équipe d'enquête. Et avec l'équipe d'enquête, il y a d'abord ce qu'on appelle le recueil de l'historique de la constitution du territoire de village. Le commissaire enquêteur fait le recueil de cet historique-là grâce à un questionnaire qui a eu une quinzaine de questions. Ça permet de ressortir comment le village s'est installé là, comment le village s'est constitué un territoire. L'histoire du village, oui. Et après le recueil de l'historique, il est demandé au village de voir avec chacun de ses voisins. Et le programme vient de l'administration. C'est avec le sous-préfet, le directeur départemental qui indique à telle date, et en tel lieu, telle date, tel village et tel village doivent se rencontrer pour aller définir leur tronçon des limites de façon consensuelle. C'est vrai, comme Dr Gonnet le dit, les villages connaissent souvent les amorces de leurs limites. Oui. Quand on prend les chemins, les sentiers qui relient ces villages, on se dit à partir de telle rivière, à partir de telle montagne, à partir d'un élément naturel physique bien connu, on se dit que c'est la limite. Mais quand on rentre dans la brousse, cette limite maintenant devient diffuse. Il y a des endroits où les occupations ont été faites de gauche à droite, de sorte qu'on ne sait plus de façon précise où passe cette limite. Et là, il faut que de façon consensuelle, les 2 villages se fassent des concessions pour définir une limite acceptée des 2 côtés. Et une fois que cette limite a été acceptée par les 2 côtés, il y a un léon qui est ouvert là-dessus. Et après, il y a le constat des limites qui est effectué avec l'opérateur technique, le cartographe qui aura été choisi et l'équipe d'enquête, accompagnée du commissaire enquêteur. Il y a un procès verbal qui est signé par les 2 villages et toutes les parties même présentes pour dire que les 2 villages se sont entendus pour définir de façon consensuelle leur tronçon de limites et ont accepté de signer ce procès verbal qui est joint. Et ce procès verbal-là, il va être dans le dossier de délimitation et ça sera fait pour chacun des villages. Une fois que c'est fait avec tous les villages pour boucler totalement le territoire, il est dit bouclé et le cartographe va sortir la carte provisoire avec le dossier provisoire de délimitation. Mais ce dossier va faire l'objet d'une publicité. La publicité, c'est quoi? C'est de présenter les résultats de l'enquête. L'historique, la carte provisoire. Et ça doit rester pendant 1 mois pour ce qui est du territoire du village. Ça reste pendant 1 mois. Il y a un registre qui est ouvert et au village programmé et à la sous-préfecture pour permettre de recueillir les avis des uns et des autres. Ce registre est appelé registre des accords et oppositions. On y inscrit aussi bien les oppositions que les accords. Mais pour les oppositions, il faut forcément que le motif figure et que ce soit un motif valable. On ne s'oppose pas pour s'opposer. Pour dire que je m'oppose, mais je ne dis pas pourquoi je m'oppose. C'est moi celui qui sait. Mais c'est comme votre opposition n'a jamais existé. Il faut obligatoirement écrire le motif de votre opposition. Et après le mois de publicité, après les 30 jours de publicité, il y a la clôture de la publicité. À la clôture, maintenant, c'est venir discuter toutes les oppositions qui ont été inscrites dans les 2 registres. Et on doit lever toutes ces oppositions. Une fois que les oppositions ont été levées, la clôture de la publicité est faite. Et il y a un PV de clôture qui est dressé. Ce PV est remis avec l'ensemble des dossiers au comité villageois de gestion foncière rurale pour approuver les résultats. Une fois que l'approbation a été faite, ça va au niveau du comité sous-préfectoral. Le comité sous-préfectoral
va valider et après validation, le dossier définitif maintenant est établi par le cartographe qui aura eu le marché et ce dossier sera transmis au directeur départemental de l'agriculture qui va transmettre au préfet et le préfet va transmettre au ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur va prendre un arrêté pour fixer de façon définitive les limites du territoire du village en question. Est-ce qu'entre-temps, on place des bornes? Oui. Quand je parle de la délimitation, c'est le bornage, c'est le levé topo pour dresser le dossier technique. Donc, les coordonnées de ces bornes-là figurent obligatoirement sur la carte du territoire du village. D'accord. Docteur Gonet, vous comprenez tout ça, c'est un processus. Je comprends pourquoi il y a tellement de problèmes sur la terre. Oui. Tout est complexe. Vous pensez que cette fois, c'est la bonne, on a la bonne méthode? Je pense que c'est une bonne méthode, sauf que j'ai une crainte et c'est pour ça que je peux émettre un vœu. Ma crainte, c'est que effectivement, c'est un programme qui est financé par les bailleurs de fonds. Et j'ai bien peur que à un moment donné, parce que ça aussi, ça se voit, que les bailleurs de fonds soient fatigués de nous soutenir. Et c'est pour ça que... parce qu'il faut beaucoup d'argent aussi. Voilà, parce qu'il faut beaucoup d'argent. C'est pour ça peut-être que le ministère de l'Agriculture a déjà envisagé ça. Hein. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire ne pourrait pas envisager un autofinancement de tout ce programme? Peut-être sur les produits, en faisant une sorte de subvention. Pour éviter toujours de regarder l'extérieur, parce que si on nous lâche... Et ça pourrait nous aider, notamment dans le processus d'établissement de certificats fonciers, du titre foncier, etc. L'État peut-être pourrait renoncer à un certain nombre de ses avantages au niveau des frais fiscaux, des impôts, pour permettre que ces actions soient subventionnées, mais par nous-mêmes. Je crois que la réflexion, c'est comment faire pour que l'État prenne la relève plus tard. Mais avant d'y arriver... Je sais qu'ils y ont réfléchi. Hein. Moi, je dis ça comme ça. On veut bien savoir, sur 8000 villages, combien de villages ont réussi à délimiter déjà? Et actuellement, nous sommes à 1236 villages sur les 8000. Wow. Oui. Et nous avons programmé à 5335 sur les 8000. 5335 villages sont programmés et il y a plusieurs financements qui sont en cours. Donc tous les financements permettent de délimiter plus de 5300 villages, c'est ça? Oui, les financements acquis en ce moment ont permis de programmer 5335 villages. Très bien. Et sur ces 5335, il y a 1236 qui ont déjà connu un achèvement. Très bien. Est-ce que sur le terrain, il y a problème? Parce que tel que vous expliquez, il y a beaucoup de parties prenantes. Est-ce que sur le terrain, quelquefois, on ne bute pas sur des résistances? Ah oui. Il y a des endroits où on bute sur des difficultés. Mais avec la sensibilisation, il y a certaines parties où on arrive à régler les problèmes. Il y a des problèmes qui sont souvent un peu difficiles à résoudre quand les cadres s'impliquent sans trop comprendre le bien fondé de la délimitation des territoires des villages. Et souvent, comme Dr Gonet l'a dit, il y a le mensonge qui tente de prendre le dessus sur la vérité. C'est-à-dire les gens, autrefois, connaissaient les limites entre leurs terres, sans discussion. Mais aujourd'hui, l'enjeu foncier est devenu tel que chacun veut obtenir le maximum de terres possible pour son village ou même pour sa famille. Et ça fait que les gens ont tendance à tenter de dire du mensonge pour pouvoir s'octroyer des plus grandes superficies, de repousser les limites de leur territoire des villages au-delà de où ça devrait être. Et quand c'est comme ça, souvent c'est un peu complexe sur le terrain. Nous avons beaucoup de difficultés parce que la personne même qui est au devant de ces litiges-là n'est pas touchée. Parce que quand on va dans les villages, on s'adresse au chef de village, on s'adresse au comité villageois, on s'adresse aux villageois qu'on trouve sur le terrain là. C'est avec eux qu'on discute. Mais pour la plupart du temps, ceux-là prennent leurs décisions à partir d'Abidjan ou à partir de la ville. Ils se réfèrent à des cadres. Ils se réfèrent aux cadres. Voilà. Et c'est ce que ces cadres-là disent. Souvent, vous partez même, ils ont accepté une certaine limite. Et puis, à la publicité, soit même après la publicité, tout de suite, ils remettent en cause parce que les cadres viennent d'avoir l'information. Ils sont tapis dans l'ombre, ils refusent d'être devant. Effectivement, ils sont tapis dans l'ombre. Ouais. Donc, ça fait que la sensibilisation à certains niveaux, il faut qu'on puisse vraiment toucher tout le monde. Et voilà pourquoi, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons élaboré une stratégie de communication avec l'appui du FAO et qui va nous permettre vraiment de toucher toutes les couches de la population pour que tout le monde puisse comprendre le bien fondé de la mise en œuvre de la loi.
ce que ça peut apporter à chaque peuple, ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire, ce que ça peut apporter même à chacun de nous, de sorte que nous tous, nous puissions accepter d'aller faire sécuriser nos terrains, de faire sécuriser les terres de nos populations. Parce qu'en même temps que c'est fait, les titres fonciers sont délivrés quand on s'entend et que tout est bon. Quand on s'entend, inter-village, c'est bon, il n'y a pas trop de problèmes. Oui. Pour la certification aujourd'hui, il y a moins de problèmes que pour la délimitation. Est-ce que c'est la population qui vient après ou bien vous terminez le processus en même temps? Pour la délimitation, oui. donc quand les financements le permettent, on le fait en même temps, mais quand les financements ne le permettent pas, aujourd'hui, pour la délimitation des territoires des villages, c'est à la charge totalement de l'État de Côte d'Ivoire. Même dans les terres, c'est à la charge de l'État de Côte d'Ivoire. Donc l'État se donne pour obligation d'établir les cartes des territoires de tous les villages de Côte d'Ivoire. Très bien. Et ce sont les détenteurs de droits coutumiers qui expriment la demande et souvent avec l'appui des bailleurs de fonds, nous arrivons à établir les certificats fonciers. Aujourd'hui, pour la certification foncière, quand il y a un petit financement qui est disponible, les objectifs sont tout de suite dépassés. Sur le projet Part Facile, le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire financé sur le CDD, nous avions visé 70 000 hectares, mais à ce jour, nous sommes à 74 000 hectares de terres délimitées. Et sur un autre financement de l'Union européenne, nous avons visé 8 500 dans le département de Mankono. Nous sommes actuellement à 15 000 hectares. Et ce qui fait que pour la certification, l'envie est encore très grande au niveau des populations. Je ne sais pas, vous êtes déjà arrivé dans la région de Dr Gounin, dans l'ouest? Oui. Il y a un financement dans le district des montagnes. Ça s'est bien passé là-bas? Ils y sont, ils n'ont pas encore... Là-bas, il y a beaucoup de propriétaires. Non, ils y sont, ils n'ont pas encore fini, mais le processus est en cours. Oui. Là où vous êtes arrivé, ça a été facile? Et là-bas, c'est la certification. Oui, à l'ouest, souvent, c'est vrai, on se dit qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes fonciers, mais pour la délimitation, à l'ouest, c'est encore, je dirais même, encore plus facile que dans certaines parties de la Côte d'Ivoire où on pense qu'il n'y a pas de litige. Vous voyez, par exemple, en 2014, il y a un financement de l'Union européenne qu'on a utilisé à Toulepleu. Mais à Toulepleu, personne ne vendait cher notre peau en allant à Toulepleu pour dire que nous allons faire la délimitation des territoires des villages. Mais nous avons pu obtenir les résultats de Toulepleu avant le terme du financement. Avant même les autres départements où on se disait que... Ça a donc été plus facile. Ça a été plus facile dans ces zones qu'on croyait si difficiles. Très bien. Donc, c'est pas parce qu'à l'ouest, de façon individuelle, le docteur l'a dit, il y a des gens qui ont vendu des terres en absence d'autres personnes. Là, c'est des problèmes de terres entre personne et personne. Voilà. Mais entre village et village, généralement, les gens connaissent très bien leurs limites et les gens ne font pas trop de blocages au niveau de l'ouest pour la délimitation des territoires des villages. Je pense que le financement, les actions de sensibilisation, si ça apporte très bien à l'ouest, nous pouvons obtenir les résultats tels qu'attendus. En fait, c'est ce que j'ai dit généralement. Là-bas, les gens connaissent les limites des territoires des villages. Il y a très peu de conflits entre villages, sauf vraiment le cas de mauvaise foi. Docteur, vous êtes de l'ouest, vous le savez. Logwalé et Bangolo se découpent très souvent à la machette pour des questions de limites justement entre ces deux localités. Vous connaissez bien ce dossier. Oui. La délimitation va régler ça définitivement, vous pensez? Oui, je pense que le problème entre Logwalé et Bangolo, c'est le problème qu'on rencontre généralement soit entre deux sous-préfectures ou entre deux groupes ethniques différents. Parce que le problème d'ici, c'est que vous avez d'un côté les Dans à Logwalé. Oui. Et de l'autre côté, les Wé. Donc, c'est les limites entre Dan et Wé, qui dépassent parfois le cadre des limites entre deux villages. C'est comme quand les limites sont floues entre deux sous-préfectures. C'est pour ça que le problème est particulier. Mais sinon, généralement, entre deux villages, les gens connaissent plus ou moins les limites et ça pose moins de problèmes. D'accord. On est en train de terminer cette émission parce qu'on nous fait signe qu'il est l'heure. Dites-nous, monsieur le directeur, finalement, ce projet de délimitation va faire qu'il va y avoir moins de bruit sur le foncier dans notre pays. Et comment? Oui, par la résolution des problèmes inter-villages, parce que la délimitation des territoires des villages va permettre de mettre fin aux litiges intercommunautaires entre villages et villages. Oui. Ça va permettre de connaître les terres qui sont rattachées à tous les villages. Ça va permettre d'avoir la cartographie des sous-préfectures, la cartographie des communes, la cartographie des départements et donc la cartographie des régions. Ça va permettre à l'intérieur de chaque territoire de village, avec la délivrance des certificats fonciers, de connaître les limites des patrimoines de chaque famille et à l'intérieur du patrimoine de chaque famille, les limites des patrimoines individuels. De sorte que si quelqu'un veut occuper un lopin de terre après la clarification des droits,
ces derniers sachent à qui demander et quelles sont les relations qui doivent les lier pour leur permettre d'utiliser cet espace-là pendant combien de temps qu'ils voudront pour que demain, ce ne soit pas source de litige. Les transactions s'effacent de façon paisible. Les transmissions des biens aussi s'effacent également de façon paisible. À l'ouest, toutes les terres sont occupées. Est-ce que finalement, ça règle le problème? Parce qu'on l'a dit, des allogènes sont venus occuper vos terres. C'est vrai, les populations dans et vont connaître les limites de leurs terres, tout ça. Mais il y a des gens qui sont installés. Le problème ne va pas se régler aussitôt. Non, je pense que le problème ne va pas se régler de façon automatique. Mais c'est déjà très bien que les limites entre deux villages, entre deux entités soient connues. Ça fait déjà un problème de régler. À partir de là, on va rentrer à l'intérieur de chaque village pour pouvoir régler les problèmes qui sont internes. Donc, à mon avis, c'est déjà un pas. C'est un pas et c'est pour ça qu'il serait intéressant. Mais qui ne règle pas tous les problèmes. Non, ça ne peut pas régler tous les problèmes. Ça, c'est sûr. Vous savez, les problèmes humains, notamment le problème de la terre, qui est au centre de la vie, parce que la terre, c'est la vie. C'est sûr que ce n'est pas un seul acte qui va le régler. Très bien. C'est un processus. Et ce serait intéressant qu'on puisse tous entrer dans le processus. Donc, le premier pas qui est en train d'être fait, d'abord, il faut aller jusqu'au bout et après voir comment on peut régler les autres problèmes. Voilà. Dites-nous, vous êtes la direction du foncier rural. Il y a aussi l'agence du foncier rural qui fait quoi entre les deux entités? L'agence foncière rurale est une agence d'exécution et le ministère de l'Agriculture est sa tutelle technique. Donc, l'agence exécute les actions sur le terrain et le ministère de l'Agriculture, qui est sa tutelle, donc à travers la direction du foncier rural, supervise tout ce que fait l'agence foncière rurale. Voilà qu'on comprend mieux le travail qui est fait sur le terrain. Donc, on est en train de terminer, on va prendre vos conclusions. Docteur Gonnet, on va commencer par vous. Les problèmes liés au foncier, la délimitation est lancée. C'est vrai, 8000 villages, on est seulement à un peu plus de 1000 villages, c'est énorme. Il y a encore du travail à faire, mais pour qu'il y ait moins de bruit pour vous, qu'est-ce qu'on devrait faire peut-être dans l'immédiat pour calmer les choses? Bien, moi je voudrais d'abord saluer votre initiative à travers cette émission qui est, à mon avis, une émission qui permet que les gens comprennent la loi et tous les problèmes relatifs au foncier qui sont des problèmes déjà complexes. Deuxièmement, les délimitations que le ministère est en train de faire, c'est aussi une bonne chose parce que ça permet de régler un certain nombre de problèmes. Maintenant, il reste le gros problème. Il faudra que l'État puisse voir dans quelle mesure il peut être possible aux paysans de pouvoir suivre cette loi. C'est-à-dire comment faire pour qu'ils puissent avoir les moyens pour accéder au certificat foncier, pour accéder au titre foncier. Le processus est long, il est complexe, il est coûteux et il serait intéressant que l'État envisage d'aider les populations par une subvention. Sous quelle forme, je n'en sais rien. C'est un souhait, c'est une réflexion que je lance. Très bien. Monsieur le directeur du foncier rural, vous avez le dernier mot sur la question foncière en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas s'alarmer. Des solutions existent. On est en train de tendre progressivement. La loi sur le foncier rural est la solution qu'il faut pour résoudre les problèmes fonciers que nous avons en Côte d'Ivoire dans le domaine foncier rural. Il faut permettre sa mise en œuvre, il faut faciliter sa mise en œuvre, il faut participer à sa mise en œuvre et il faut chercher à la comprendre. Et pour la comprendre, il faut s'approcher des acteurs en passant par le ministère de l'Agriculture, les préfets, les sous-préfets et par les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture. Grâce à cette loi sur le foncier rural, nous pourrons arriver au bout des problèmes qui minent le développement agricole et va permettre à la Côte d'Ivoire de connaître encore un boom de développement agricole. L'État de Côte d'Ivoire est en train de penser comment aider, comment permettre aux paysans de se faire établir des certificats fonciers, des titres fonciers à moindre coût et dans un délai très court. Et pour ça, il y a eu un projet de modification de la loi de 98 qui a été adopté en Conseil des ministres. Ça va passer à l'Assemblée et tout ça pour dire que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel, le ministre de l'Agriculture actuel pense à la simplification des choses et à alléger le coût de la délivrance des titres de propriété pour leur permettre d'obtenir la sécurisation de leurs droits fonciers dans un délai court et à moindre coût. Conflit foncier en Côte d'Ivoire, l'application de la loi est-elle la solution? On est en train de se rendre compte que cette loi est complexe, c'est un long processus. Elle a commencé à s'appliquer sur le terrain. Il faut espérer que les problèmes liés au foncier soient derrière nous dans
quelques années seulement. Et pour en parler, je recevais sur ce plateau M. Ouattara Nanakan, directeur du foncier rural, et Dr Gonin Gilbert, enseignant d'université, directeur de l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africain. Merci à tous les deux d'être venus et on se donne rendez-vous, pourquoi pas, très bientôt pour continuer à parler d'un autre sujet sur la radio. 50 minutes pour convaincre.